Eh ben, ça parle des femmes au foyer, ça parle que des femmes. À partir de mon histoire, ça parle que des femmes. Ça parle des femmes au foyer, de toutes les femmes de ma génération aussi, parce que je représente quand même une génération qui n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Et voilà, une femme qui a vécu, qui a été quand même très très imprégnée de la religion catholique, donc qui a été bien écrasée par rapport à ça, sans s'en rendre compte complètement. Voilà, une femme qui a mis des années pour se libérer. Et est-elle encore complètement libérée ? Je n'en sais rien encore. Je pense que j'ai encore beaucoup à évoluer, à m'émanciper, et donc la réponse sera dans quelques années sans doute. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Raphaël, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, Saint André, Saint Jacques, Saint Jean, Saint Thomas. Une litanie qui n'en finissait pas. Tous les soirs, c'était la même chose. Je priais. Alors, si je me suis mis devant ce mur imaginaire, c'est parce qu'on priait devant le mur, mais on ne priait pas devant le mur, on priait devant le crucifix qui était accroché au mur. Donc, mes parents et ma sœur, tous les soirs, on récitait la prière. Là, c'est vraiment une mini-prière, parce que c'était beaucoup plus long, beaucoup plus long. Et ce n'était pas tout. Il y avait toute une vie autour de cette religion. Mes parents étaient donc très catholiques, vous l'avez deviné. Et donc, le dimanche, c'était la messe le matin, les vêpres l'après-midi, et des cérémonies religieuses toute l'année, suivant un certain calendrier liturgique. Par exemple, la semaine de Pâques, c'était le jeudi soir, le lavement des pieds, le vendredi, le chemin de croix, le samedi, la veillée pascale, et le dimanche, le jour de Pâques, Jésus-Christ ressuscité. Il y avait aussi des pèlerinages. Bon, pèlerinage, ça, c'était sympa. C'était sympa, on partait en car, comme on ne voyageait pas, c'était quand même la fête. Préparer un pique-nique pour prendre le car, c'était vraiment... Mais il y avait également des confessions. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et même à 7 ans, on fait des péchés. Et je me souviens que les péchés, j'étais tellement gentille que je ne faisais pas de péché, mais il fallait en inventer finalement. Parce qu'il fallait s'accuser des péchés. Voilà. Alors, comme distraction, le dimanche après-midi, après les vêpres, ah oui, je ne vous ai pas dit, mes parents étaient domestiques dans une maison bourgeoise, et donc souvent le dimanche, ils étaient retenus parce qu'il fallait bien servir les seigneurs de la maison. Et donc, il y avait une voisine, près de chez mes parents, une vieille fille. À l'époque, les célibataires arrivaient à un certain âge, on les appelait des vieilles filles. Elle s'appelait Madeleine, et Madeleine, qu'est-ce qu'elle me proposait comme divertissement après les vêpres? Eh bien, on allait soit rendre visite aux malades ou aux morts. Voilà, le choix. Alors, comme elle disait, Madeleine, elle est mignonne, elle dit rien, donc voilà, elle dit rien.
Mais j'ai quand même un souvenir qui me revient là, à l'instant. C'est qu'une fois, on était allé à l'hôpital rendre visite à un mort, mais c'était pas n'importe quel mort, c'était un prêtre. Et ce prêtre, il était sur son lit et il était habillé. Et il avait ses chaussures. Et il avait des grands pieds. Et j'ai passé toute la visite à observer ses pieds. J'étais traumatisée par ses pieds. Alors que les autres morts que j'ai vus, je n'en avais aucun souvenir. Mais alors vraiment, c'est les chaussures là, à la verticale, franchement, ça m'avait fait très très peur. Alors, pour continuer cette vie dans un milieu très catholique, tout avait son importance. Par exemple, mon prénom. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je m'appelle Monique. Et mon prénom, même s'il était très courant à l'époque, pour moi, il n'a pas été choisi au hasard. Parce que j'ai eu droit très très tôt à l'histoire de la Sainte Monique. Alors, Sainte Monique, c'était évidemment une femme extraordinaire. Sainte Monique, elle était mariée à un païen et à un homme infidèle. Mais Monique, elle avait une telle patience, une telle gentillesse, que son mari a fini par se convertir. Mais ce n'était pas fini pour la Sainte Monique. Ils avaient 3 fils, dont un, il était en train de mal tourner, comme on disait. Il ne tournait pas très bien. Et il s'était intégré dans une secte manichéenne. Et là encore, Monique, là du coup, elle était désolée. Elle a pleuré, 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 jusqu'au jour où son fils, Augustin, s'est converti. Et donc c'est le grand Saint-Augustin que bien sûr tout le monde connaît. Il y avait aussi une autre situation à laquelle j'étais confrontée très tôt, c'est le fait... Alors donc on était 3 filles, et mon père très très tôt, il m'a dit qu'il aurait aimé avoir un garçon. Ben oui, ça aurait dû être moi le garçon, ça aurait dû être l'aîné le garçon, mais je n'étais pas le garçon. Et en plus, il m'a dit le prénom qu'il avait choisi pour moi. C'était pas n'importe lequel. Le prénom, c'était Jean-Marie. Et pourquoi Jean-Marie? Parce que Marie, c'est le nom de la Vierge Marie. Jean, c'est l'apôtre, le disciple bien-aimé de Jésus, et c'est l'apôtre aussi qui a été chéri par la Sainte Vierge, par Marie. Donc, et ben voilà, j'étais devant 2 situations bien difficiles, parce que donc, bon, j'aurais dû être un garçon finalement. Franchement, mon père, il a eu du mal à s'en remettre. J'aurais dû être un garçon. Bon, du coup, je ne suis pas un garçon. Et le fait, ce prénom-là, qu'on m'a choisi, quand on sait ce qu'il veut dire, et que j'ai su quand même très très jeune, eh bien j'étais vraiment la petite Monique qui était écrasée par le poids d'une responsabilité. Parce que derrière tout ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que je n'avais pas le choix. Je devais être une femme modèle et une mère exemplaire. Et c'était pas fini, c'était que je disais. Parce que finalement, cet écrasement-là, sur mes petites épaules, eh bien, il a continué, car je suis devenue femme au foyer. Femme au foyer, vous savez, c'est les femmes qui font rien. C'est les femmes qui ne travaillent pas, c'est les femmes qui ne sont pas intéressantes, c'est des femmes qui n'ont rien à dire, elles n'ont pas de métier, donc elles ne peuvent pas être intéressantes, ces femmes-là. Donc, nouvel écrasement. Eh bien, aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'en ai marre. La petite Monique, la pauvre petite Monique, elle en a marre.
Alors, donc je vais vous parler donc de mon métier, parce que maintenant j'ai envie de dire que c'était un métier. Je vais vous dire aussi une autre petite anecdote, que c'était un petit début de révolution de ma part. C'est que les femmes au foyer, elles n'existaient pas. Sur les papiers administratifs, il n'y avait aucune case. Alors, où est-ce que j'allais me mettre? Eh bien, il y avait une case sans profession. Et j'en avais marre de cocher cette case. Je me suis dit, ben merde, je bosse du matin au soir, et puis je ne suis pas reconnue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'étais fière de moi. J'ai rayé 100, S-A-N-S, et j'ai écrit 100, C-E-N-D. Petite victoire. Donc, je vais vous parler de toute cette vie. Je vous invite à m'accompagner à travers le déroulement de toute ma vie. Cette vie qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Et à travers cette vie, je vais vous parler des femmes au foyer, de toutes les femmes, particulièrement des femmes de la classe ouvrière. Je vais également vous parler du combat que toutes les femmes doivent mener par rapport à la domination, que ce soit la domination de la religion, moi je peux en parler, je l'ai tellement vécu, par rapport à la domination du patriarcat et par rapport à la domination capitaliste, bien sûr. Et souvent, ces trois dominations, elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Vous êtes d'accord? Ça vous va? Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le programme, j'en ai pas d'autre. Voilà. Alors, donc, on va commencer par le début. Alors, le début, comme vous l'avez compris, famille très catholique, famille très austère, parce que il y avait le péché partout. Donc, c'était pas rigolo tous les jours. J'étais pas très heureuse dans mon milieu familial. Mais en même temps, j'étais pas malheureuse non plus. Alors, quand vient le moment d'aller à l'école, eh bien évidemment, mes parents m'ont mis à l'école catholique, à l'école des religieuses et à l'école des filles. On ne mélange pas les garçons et les filles, surtout pas. Et là, il m'est arrivé, dans cette école, il m'est arrivé un événement qui m'a bien marqué physiquement et psychologiquement. Alors on était dans la classe de Sœur Marie-Henriette. Et donc Sœur Marie-Henriette nous expliquait un exercice. Il y en a qui ont des souvenirs. Et donc, Sœur Marie-Henriette, voilà, expliquait un exercice au tableau, et c'était un exercice qu'on avait fait chacune sur nos cahiers, et donc on devait corriger après, et on devait corriger chacune individuellement. Et on devait se déplacer pour aller montrer, une fois que notre travail était corrigé, montrer notre travail à la sœur, pour qu'elle vérifie s'il n'y avait pas d'erreur encore. Donc, voilà, je fais mon travail bien consciencieusement. Et puis, voilà le moment qui arrive où je me déplace. Alors, j'arrive à son bureau, je tends mon cahier, et la voilà qui se met à hurler après moi. Oui, vous êtes désobéissante, vous écoutez pas ce que je dis. J'ai dit que les corrections c'était fini, que plus personne devait se déplacer, plus personne devait bouger. Alors moi j'étais là, je tremblais. À genoux, qu'elle m'a dit. Alors je baissais la tête, évidemment. Et puis, très rapidement, la voilà qui me cramponne la tignasse et qui me tape et tape et tape la tête sur son bureau. Alors je me suis relevée quand j'ai eu le droit de me relever. Je me relève
évidemment, je baissais la tête. J'avais des sanglots. Mais je les retenais parce que je me suis dit, peut-être que j'ai même pas le droit de pleurer. Alors, j'ai traversé la classe, je suis allée m'asseoir à ma place. Il n'y avait pas une mouche qui volait. C'était le silence complet. Et de temps en temps, il y avait une fille qui me regardait, qui compatissait, mais c'en était resté là. Je suis arrivée à la maison, mes parents, ils ont donc vu, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as été battue, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que quand je suis arrivée à la maison, j'avais 2 grosses bosses et ça commençait à changer de couleur. Hein. Et donc, voilà, mes parents étaient quand même désolés. Voilà, mes parents avaient quand même... Je sentais que maman en avait gros sur le cœur. 15 jours après, 15 jours après, c'était la kermesse à Mauléon, Mauléon dans les Deux-Sèvres. C'était la kermesse à Mauléon. Et mon père, le soir en rentrant, il était tout fier. Il me dit, j'ai croisé la sœur Henriette. Déjà, en disant la sœur Henriette, il y avait déjà du mépris. Donc, la sœur Henriette, eh ben, je ne lui ai même pas dit bonjour. Ben, vous imaginez que je m'attendais à autre chose. Hein. Et ben voilà, c'était comme ça. C'était cette domination, ce poids de la religion, et les sœurs, il ne fallait surtout pas les attaquer. Ah, à propos de kermesse, j'ai un autre exemple à vous donner. La kermesse, ça me fait penser aux filles de la Grande Rue de Mauléon. La Grande Rue de Mauléon, c'était tous les commerçants. Donc, les filles de la Grande Rue, du reste, très vite, pour moi, c'était les demoiselles de la Grande Rue. Je les avais baptisées comme ça. Alors, les demoiselles de la Grande Rue, quand il y avait des kermesses, ben, évidemment, c'était elles qui avaient les beaux rôles. C'était elles qui avaient les belles robes de princesse. Moi, j'ai jamais eu de robe de princesse. C'était elles qui avaient évidemment les plus beaux rôles. Et donc, ben, je trouvais que c'était pas très très normal quand même. Et ça a continué, c'était pas qu'à l'école, ça a continué aussi au niveau d'une association sportive qui s'appelait les Trinitaires de Mauléon. Et donc, moi, je faisais de la gym, donc je faisais partie des Trinitaires de Mauléon. Et moi, j'étais fidèle, parce que comme on partait jamais en vacances, ben, j'étais à toutes les répétitions. J'étais présente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand venait le spectacle, quand venait la kermesse, eh bien, qui c'est qu'on plaçait devant, là? Alors moi qui avais été fidèle, qui était à tous les cours, et que je savais très bien ce qu'il y avait à faire, eh bien, hop, on recule d'un pas, et on laisse les demoiselles de la Grande Rue en premier rang. Tout ça, ça m'a quand même bien marqué, très tôt. Et même si je n'avais pas les mots pour le dire, si je n'avais pas les mots pour analyser ce qui se passait, eh ben, je trouvais que c'était quand même pas normal. Parce que les filles de bourgeois, elles avaient des droits. Et moi, j'avais aucun droit. J'étais même pas défendable. Mon père, il ne m'a pas défendu. J'étais même pas défendable. Mais heureusement, la vie quand même, elle évolue de temps en temps. Et, eh bien, j'ai découvert un mouvement de jeunes, un mouvement d'éducation populaire, qui s'appelle la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne. La JOC, eh bien, c'était chrétien, donc c'était quand même lié à la religion. Mais c'était tellement plus moderne, tellement plus axé sur la vie, que vraiment, pour moi, c'était l'émancipation. Alors là, j'ai découvert une certaine conscience ouvrière aussi, hein, parce que voilà, on était conscient de nos situations. On
on réfléchissait ensemble. Il y avait une méthode très intéressante qui s'appelait le voir, le juger, l'agir. Alors le voir, bah, vous devinez, ça voulait dire regarder, voilà, regarder ce qui se passe autour de soi, regarder comment les jeunes vivent, les problèmes que les jeunes rencontrent. Juger, ça voulait dire regarder dans l'Évangile, mettre en parallèle ce qui se passait et réfléchir à l'aide d'un texte d'Évangile. Et ensuite, agir. Ça voulait dire qu'on programmait des actions suivant les discussions qu'on avait pu avoir. Alors les actions, elles pouvaient être avec d'autres, ça pouvait être même avec des syndicats. Et toute l'année, il y avait quand même une réflexion spécifique à la JOC, un thème. Il y avait un thème. Toute l'année, on travaillait sur un thème et on allait rencontrer d'autres jeunes. Alors ça a été vraiment une expérience pour moi très intéressante qui m'a quand même permis de sortir de cette religion-là qui me pesait. C'était libérateur quand même. Et il y a une phrase, un slogan. Alors oui, la JOC, elle a été créée par un prêtre belge, Joseph Cardjin. Elle a été créée en 1925 et elle arrive en France en 1927. Et donc ce père Cardjin, il avait lancé un slogan, et ce slogan, alors là pour moi c'était vraiment le summum, parce que ce slogan disait « Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde ». Comment ça m'a fait du bien, comment j'ai... cette phrase, mais je l'ai adorée mais pendant des années et des années. Oui, un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, car il est fils et fille de Dieu. C'est un mouvement catholique. Et heureusement que c'est un mouvement catholique. Parce que sinon mes parents ne m'auraient jamais laissé y aller. C'est clair et net. Et puis aujourd'hui, je peux affirmer qu'une jeune travailleuse vaut plus que tout l'or du monde. Alors, c'était donc l'époque où l'école s'arrêtait à 14 ans. Moi, je suis allée jusqu'à mon BEPC, jusqu'à 16 ans, je suis allée à l'école. Et à l'époque, il n'y avait pas besoin de situation, il n'y avait pas besoin d'avoir des diplômes spécifiques pour travailler dans les bureaux. Voilà. BEPC, ça voulait dire on travaille dans un bureau. On pouvait travailler dans un bureau. Ben oui, mais Mauléon, eh ben, toutes les places étaient prises. J'aurais pu aller travailler à Cholet. Cholet-Maine-et-Loire, 20 minutes de Mauléon. Ah. Quand j'ai parlé de ça à ma maman, à mes parents, mais ma pauvre fille, mais tu te rends pas compte, mais pour une jeune fille, mais c'est pas convenable d'aller en ville. La ville, c'est un lieu de perdition. Et bien, je suis restée à Mauléon. Alors j'ai fait plusieurs boulots. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée à l'usine, là où il y avait du travail, à l'usine de chaussures. Alors cette usine de chaussures, c'était de la chaussure de luxe quand même, c'était pas n'importe quoi. Sauf qu'il y a eu un moment où l'usine, elle était sur le point de déposer le bilan. Alors un soir, en sortant de l'usine, il y a des gens là qu'on connaissait de vue, qui étaient de Mauléon, qui nous attendaient, qui nous ont demandé, évidemment, dans la commune, c'est une petite commune, Mauléon, donc tout le monde était au courant qu'il y avait des problèmes à l'usine Martin. Et donc, voilà, ils viennent nous trouver, et ils nous demandent, voilà, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que l'usine va devenir, est-ce que vous êtes au courant, voilà, nous on est des syndicalistes de la CFDT, on est prêt à vous donner un coup de main, si vous voulez, voilà, on peut essayer quand même de faire quelque chose pour bloquer ces licenciements qui risquent d'arriver. Alors le soir, je rentre chez moi, toute contente, toute fière.
J'ai dit, bah, on a rencontré des gens de la CFDT, et qui nous ont proposé de nous donner un coup de main. J'ai dit, bah, tu te rends compte, peut-être que le licenciement, ils ne vont pas avoir lieu. Oh là là, bonne mère, qu'est-ce que j'avais dit? Alors moi, naïve, j'étais tellement contente. Eh ben oui, mais la réaction, elle a été immédiate. Maman, elle m'a dit, mais ma pauvre fille, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres. C'est quand même pas toi qui vas y changer quelque chose. Voilà, fatalisme, soumission. Eh ben, je voudrais quand même faire un petit paragraphe sur la CFDT. Parce que moi j'ai connu la CFDT, qui était combattante, qui défendait les travailleurs. Ça, je peux en parler, je l'ai connue, cette CFDT-là. Et j'ai fait des manifs avec cette CFDT. Sauf qu'aujourd'hui, je ne vois plus. Mais moi, je suis toujours là. Et des fois, ça me fait suer, parce que les copains là, avec qui je disais un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, ben, je ne les vois pas, je ne vois plus. Ils ne sont plus là. Alors donc, je milite avec ceux qui militent. Donc je milite avec la CGT en particulier, parce que c'est quand même plus souvent eux, et d'autres bien sûr. Voilà, la FSU, Sud, voilà, je peux en nommer plein. Donc je milite plus avec les mêmes personnes. Ah, au début ça m'a fait drôle parce que je connaissais plus personne. Ah ben aujourd'hui je connais tous. Ah, je connais tous, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas perdue. Mais je n'ai pas oublié ce que j'ai vécu avec la CFDT. Je me souviens des manifs qui avaient de la gueule. Des manifs, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui elles n'ont pas de gueule, mais aujourd'hui on papote, c'est plus la même ambiance. C'est vrai, bon, à Cholet c'est comme ça. Bon, ailleurs c'est sûrement différent, mais à Cholet c'est comme ça. Et donc je me souviens de... Pour moi, c'était très fort, ces manifestations, ces marches où on chantait tous ensemble. Il y avait une espèce de fraternité là, qui me touchait énormément. Et il y a une chanson que j'adorais. Et je suis sûre que beaucoup parmi vous la connaissent. Compagnon de colère. Compagnon de combat, je me mets en colère. Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin nous porter le chiffre rouge de la liberté. Car le monde sera ce que tu le feras. Plein d'amour, de justice et de joie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain. Mais ne crains plus rien, le jour se lève et il fera bon vivre demain. Wow! L'usine ferme. On n'a pas gagné là, ce coup-ci. On ne gagne pas tous les coups. On donne de moins en moins de reste. Et je me suis quand même, je me suis pas retrouvée au chômage. Parce que il y a une usine qui faisait des chaussures de bien moins bonne qualité, mais bon, c'était du boulot quand même. Et donc cette entreprise de chaussures a repris le banc de piqûre. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée à distribuer le travail. Je distribuais le travail. Alors, ça consistait... donc, il y avait 2 rangées de machines. Au milieu, il y avait une espèce de tapis. Alors moi, suivant les opérations, s'il y en a qui connaissent la chaussure, vont comprendre,
suivant les différentes opérations, eh bien, je mettais le paquet qui correspondait pour telle ou telle machine à coudre. Et donc, ces boîtes-là, je les revois comme si c'était hier. Ces boîtes en métal, carré, à l'intérieur, il y avait une fiche, et sur cette fiche, il y avait la description des différentes opérations. Et il y avait des petits tickets qui étaient attachés à cette fiche, et à chaque fois que quelqu'un avait terminé sa boîte, il la mettait par terre, et il prenait le ticket qui correspondait au travail qu'il avait exécuté. Et le soir, c'était moi qui récupérais tous les tickets. Et un jour, je me suis rendu compte que le nombre des tickets était très différent d'une journée à l'autre. Il y avait des périodes où c'était régulier, d'autres périodes où, voilà, c'était vraiment... Alors je me suis dit, soit les modèles, le temps, il est mal calculé, oui, parce que ces tickets, elles avaient un salaire horaire, mais elles avaient une prime en plus, et donc qui était liée au ticket, voilà, au rendement, finalement, ça faisait partie du début du rendement. Alors, je me suis dit, dans ma petite tête, je ne sais pas si elles réalisent les filles là, mais il y a quand même, c'est quand même pas régulier leur travail. Alors, est-ce que le contremaître, s'il s'en aperçoit, et en plus les autres responsables de l'usine beaucoup plus loin, est-ce qu'ils ne vont pas changer les temps? Et les filles, il va falloir qu'elles travaillent, qu'elles marnent, quoi, et donc il n'y aura rien à la fin du mois, il faudra qu'elles travaillent encore plus. Alors, voilà, une petite idée me venue en tête, mais si les tickets, je ne les donnais pas au fur et à mesure, en fin de semaine, au contremaître, je vais les mettre de côté, et puis comme ça, le jour où elles en feront moins, eh bien, je ferai tourner les tickets et je ferai. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, j'étais toute fière de moi, toute contente d'avoir trouvé cette idée-là dans ma petite tête. Et puis, je leur propose. Je leur explique. Alors, je leur explique par 3 ou 4, parce que il y avait un contremaître là, qui était dans sa boîte en verre. Là. Il avait un bureau et il avait tout. Il y avait du verre partout. Alors, on était bien surveillés. Ah, en plus, que je vous dise, ce contremaître, il s'appelait Monsieur Bombardier. Ouais. Mais je peux vous dire que ça bardait. Alors, donc, voilà, par 3 ou 4, parce que je n'allais pas prendre un porte-voix et puis crier à tout le monde. Et j'ai une idée, les filles. Alors, par 3 ou 4, voilà, j'ai exprimé mon idée aux filles, puisqu'il n'y avait que des femmes. Eh bien, j'ai reçu que des réactions négatives. Mais Monique, mais tu te rends pas compte, mais on ne peut pas faire des trucs comme ça, mais tu te rends compte, mais si le contremaître s'en rend compte et tout ça. J'ai dit, mais c'est pas grave pour vous, puisque c'est moi qui prends tout. Vous me donnez vos tickets tous les soirs. C'est moi qui prends la responsabilité des conséquences. Donc, non, je vous dis, je suis sûre que c'est faisable, on peut le faire. Eh ben non, ça n'a pas marché. Oh, j'ai été déçue, mais déçue. Alors, je me disais quand même, elles exagèrent, quoi. Elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas, qu'est-ce qui se passe? Et en réfléchissant bien, j'ai compris pourquoi elles ont réagi comme ça. Parce qu'elles étaient dominées. Elles étaient dominées par la religion. Parce qu'on ne ment pas. Et là, voilà, c'était quand même un petit truc... pas très clair quand même. Donc on ne ment pas. La domination capitaliste. Parce que si on se révolte de trop, on n'a pas droit à la porte. Après, la domination patriarcale. Le contremaître, je l'ai dit, c'était un homme. Et ce contremaître, qu'allait-il me faire? Qu'allait-il exiger de moi pour son silence? Elles étaient bien sous le coup de 3 dominations. Et donc, en sociologie, parce que quand on fait une conférence gesticulée, on en apprend des choses.
Alors, ça s'appelle la violence symbolique. Est-ce que vous avez entendu parler de la violence symbolique? Oui. Alors, bon, je vais quand même lire un petit peu. Et donc, vous savez qui parle de la violence symbolique? Oui. Bon, alors, je le dis quand même, parce que ça me fait plaisir. Alors, la violence symbolique, c'est une notion qui désigne une forme de violence peu visible, non physique, que l'on retrouve dans les structures sociales. Elle est très efficace puisqu'elle est subtile et invisible. Elle s'insinue chez les dominés de façon à ça s'inscrit en eux. Ils incorporent alors leur propre domination et ne se révoltent plus. Tiens donc. C'est donc Pierre Bourdieu, qui est donc un sociologue français du XXe siècle, qui l'a identifié en premier. Alors, on va continuer mon chemin, la vie de femme. D'après vous, comment, en 1969, une femme peut-elle s'émanciper de sa famille? Bon, je suis sûre qu'il y a des jeunes par ici qui doivent bien se marrer. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Parce que, finalement, une jeune fille, alors, moi, je n'avais pas de frère, donc, pas comment ça se passait pour les garçons, mais c'était à peu près pareil quand même, à part quelques exceptions. Mais une jeune fille, c'était pas convenable, elle ne pouvait pas prendre son indépendance, elle n'allait pas partir de chez elle, prendre un appartement, c'était pas convenable, ça se faisait pas. Et en plus, financièrement, elle ne le pouvait pas. C'était l'époque où on donnait notre salaire aux parents jusqu'à notre majorité, qui était à voilà. Donc on n'avait pas trop de choix d'indépendance, d'émancipation. Alors ben voilà, en 1969, je me marie. Je me marie avec Daniel, peintre en bâtiment. Bah, je crois qu'on avait plein d'illusions tous les deux. Parce que finalement, moi, j'étais pas heureux chez moi. Lui, c'est pareil, il n'était pas très heureux avec ses parents. Bon, il était fils unique, il avait une mère hyper possessive. Bon, voilà, donc c'était pas la joie non plus. Donc, c'était évident, deux personnes qui étaient malheureuses, elles pouvaient que être heureuses ensemble. Mais j'avais pas tout compris. Hein. Ah, j'ai compris depuis. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Alors, donc je me marie en 69 et en 71, eh bien, notre premier enfant, le petit Jean-Noël, il commence à pointer le bout de son nez. Alors donc au départ, j'ai continué à travailler un petit peu, j'ai fait différents petits boulots, mais j'avais déjà dans la tête, l'idéaliste que j'étais, j'avais déjà dans la tête que si j'avais des enfants, c'était pour les élever, pour m'en occuper. Donc très vite, ben, j'ai fait le choix d'être femme au foyer. Alors à l'époque, alors j'étais pas féministe du tout, vous l'aurez compris. Et à l'époque, il y avait, voilà, j'entendais parler du MLF et tout ça, et finalement, toutes ces femmes du MLF, franchement, elles ne m'intéressaient pas du tout. Je les trouvais aigries, je les trouvais hargneux, je les trouvais anti-hommes, je les trouvais, enfin, je leur voyais que des défauts. Hein. En plus, elles poussaient les femmes à aller travailler pour leur indépendance financière. Moi, je ne comprenais pas trop pourquoi à l'époque. Et donc, les femmes au foyer, je ne vois pas comment elles pouvaient s'intéresser à mon cas, aux femmes au foyer. Donc, voilà, je ne m'étais pas plus intéressée que ça à ce phénomène. Là, encore une fois de plus, en faisant la conférence
Eh bien, j'en ai découvert des choses. J'ai découvert des choses parce que, déjà, une journaliste qui s'appelle Mona Chollet, voilà ce qu'elle disait. C'est donc une journaliste au monde diplomatique. Et voilà ce qu'elle nous raconte. Et je n'en savais rien. Alors donc, moi, Monique de Chollet, si vous permettez, humblement, je vais lire Mona Chollet. Alors voilà ce qu'elle disait. Les mouvements féministes nés dans les années 70, donc en plein dedans, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, ont nommé le problème du travail domestique. Et oui, donc c'est pas nouveau. Rappel, 3/4 des tâches domestiques dans un couple hétérosexuel sont assurées par les femmes. Et c'est toujours le cas. Pas d'égalité possible si on ne s'occupe pas de ce problème. Donc, revendication d'un salaire ménager. Nous sommes toutes des ménagères, même si nous réussissons parfois et pour de longues périodes à échapper à cette condition, rappelait-elle. Elles ont porté une revendication majeure et révolutionnaire du monde féministe, du mouvement féministe, pardon. L'intime et la répartition des tâches domestiques au sein du couple étaient un enjeu politique. Et lorsqu'elle manifestait, prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes? Il s'agit évidemment d'une parodie du célèbre appel qui conclut le manifeste du Parti communiste. Et donc, cet appel était le suivant: prolétaires de tous les pays, unissez-vous. En France, l'idée n'a eu que très peu d'écho. Les Françaises, elles avaient peur qu'on ne renvoie les femmes à leur casserole. À quoi un collectif suisse répliquait: les avons-nous jamais quittés? Et donc, d'empêcher l'émancipation des femmes en les cantonnant à un rôle d'épouse et de mère et en les maintenant à la maison. Alors moi, j'adore l'histoire des casseroles. Parce que tout le temps, je disais, bon, moi je suis femme au foyer, mais c'est pas pour passer mon temps à sticker les casseroles. Donc, voilà. J'étais pas très loin finalement. Alors, je vais vous lire un autre passage. Donc, revenons-en à cette proposition de salaire ménager qui était donc portée par la féministe Federici. Ça ne signifiait pas que l'on se résigne à une existence vouée aux tâches domestiques. Ce n'est pas du tout: je reste à la maison pour laver les casseroles et c'est bien, c'est ce que je veux et je m'en contente. Non, il fallait vraiment voir cette proposition dans la perspective de donner d'autres horizons aux femmes au foyer, en leur donnant par un salaire une autonomie à l'égard de leur mari. La possibilité au contraire de sortir du foyer, de mener des activités. Ah tiens, activité, un autre truc qui me plaisait bien, parce que c'est bien ce que je vivais moi aussi. Voire même de divorcer, si la relation avec le conjoint n'est pas satisfaisante. Les féministes matérialistes assurent que l'émancipation des femmes est contrariée par leurs conditions matérielles d'existence, notamment économiques. Il s'agissait donc d'activer le levier économique pour favoriser l'émancipation. Donner un salaire ménager aux femmes ayant fait le choix d'élever les enfants donne une possibilité de réfléchir à leur désir de reprendre leurs ressources en main, au lieu de leur fournir une émancipation pensée à leur place par quand même une élite féministe. Et moi, Monique de Chollet, je rajoute, je ne suis pas intellectuelle, camarade féministe, mais je voudrais que vous valorisiez avec moi et pour nous toutes mon travail
et celui de nos camarades. Parce que mon travail est le même que celui de beaucoup d'autres femmes. Alors, c'était quoi mon travail? Il fait soif, hein. Ça va, vous êtes bien installés? Très bien. Et toi, ça va? Oui, ça va. Il faut boire un petit coup parce que j'ai les lèvres qui sèchent. Alors, justement, c'était quoi mon travail? C'est quoi le travail d'une mère au foyer? Vous savez, la liste des 100 professions, là? Bon, on va pas aller jusqu'à 100, rassurez-vous. Alors, voilà, c'était quoi mon travail? C'était quoi les métiers que je faisais? Cuisinière, infirmière, comptable, chauffeur de taxi, femme de ménage, psychologue, lingère, animatrice, secrétaire, gestionnaire, pâtissière, militante écologiste, ouais, couturière, directrice des ressources humaines, décoratrice, responsable événementiel, coiffeuse, responsable achat, jardinière, assistante maternelle, éducatrice, etc. etc. Bravo. Alors donc, je vous rassure, hein, je ne vais pas développer toutes ces professions, mais je vais parler de celle qui me semble le plus important. Alors, pour moi, le plus important, c'était les enfants. C'était donc le soin aux enfants. Donc, bon, je me débrouillais pas trop mal. Hein. Quand on a 5 enfants, on acquiert quand même une certaine expérience. Et donc, les petits bobos de la vie, très vite, on les maîtrise. Voilà, on les maîtrise d'une manière naturelle, parce que, bon, ça me semblait... moi, c'était comme ça que je voyais les choses. Et un jour, je me rends compte que ça faisait plus d'1 an que je n'étais pas allée voir le médecin. Alors, je me suis dit, quand même, avec mon mari et moi, ça faisait quand même une famille de 7 personnes. Qu'est-ce qu'il va dire, le médecin? Il va croire que j'ai changé de médecin. Et donc, voilà, je suis allée le voir parce que j'avais besoin d'aller le voir, je ne suis pas allée exprès. Mais j'ai commencé par m'excuser. Je me suis excusée parce que je n'étais pas venue le voir depuis plus d'1 an. Mais j'ai dit, vous savez, je ne sais pas aller voir d'autres médecins. Hein. Et donc, finalement, là encore, la mère de famille, elle ne se faisait pas confiance, elle ne se donnait pas le droit, même qu'elle s'en sortait très bien. Elle n'avait pas le savoir médical, elle n'avait pas le savoir tout court. Donc, devant quelqu'un qui a le savoir, elle se sentait en faute. Je me sentais en faute, finalement. J'aurais dû aller le voir plus souvent. Eh oui. Ça se niche un peu partout, tout ça. Hein. Alors, ce qui est quand même important aussi, c'est qu'il y a l'éducation. Il y a aussi le fait qu'on fait souvent plein de choses en même temps. Je vais vous en faire une petite démonstration. Alors bon, la prière, c'est que le matin. Hein. Donc, on va la laisser là, la prière. Voilà. Alors, il faut faire à manger. Donc, ce soir, j'avais envie de faire un gratin au chou-fleur. Donc, il faut peut-être que je commence à faire ma béchamel. Donc, je fais ma béchamel. Ah, il y a Katia qui est dans mes jambes. Katia est toujours en train de parler. Donc, elle est toujours le plus près de moi. Bon, alors, d'accord. Oui, d'accord. Bon. Ok. Bon, d'accord. Ah, mais t'entends pas que ta petite sœur Héloïse, elle est en train de pleurer? Attends, bouge pas.
je vais aller voir. Alors, ma petite Héloïse, qu'est-ce qui va pas? T'as mal au fond, mais qu'est-ce qui va pas? Hein? Bon, on continue. Allez. Oui, Katia. Oui, d'accord, Katia, pas de problème. D'accord, je suis d'accord avec toi. T'as de la chance, je suis d'accord avec toi. Mais qui c'est qui arrive là? Mais c'est Marie-Laure. Mais Marie-Laure, mais t'as fini tes leçons? Tu veux les réciter? Mais tu vois bien que c'est pas le moment. Je suis en train de faire déjà 3 choses en même temps. Ça suffit, je peux pas en faire 4. Alors, t'as pas autre chose? T'as pas un exercice? T'as pas autre chose à faire en attendant? Oh, et puis... j'en ai marre alors. Il y a Céline qui est dans sa chambre qui joue de la flûte. C'est faux, mais comme c'est pas possible. Oui, parce qu'à cette époque, j'entendais bien. Et puis Jean-Noël qui est dans le garage, il est dans l'atelier à son père. J'entends qu'il tape avec le marteau. Qu'il tape et qu'il tape. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'en suis malade. Parce que son père, quand il va arriver, ça va pas être la même chanson. Hein. Bon, il faut bien que je finisse ma béchamel. Voilà, donc, je continue ma béchamel. Allez, ma petite Héloïse, elle est bien calmée, donc je vais la coucher. Bon, allez, la béchamel, elle est bien avancée. On va la laisser au doux un petit peu, et puis ça va se faire tout seul. Voilà, voilà. Voilà. Bon, allez, on est le matin. J'ai fait les lits, les enfants ils sont à l'école. Qu'est-ce que je vais faire pour me détendre? Je vais faire les comptes. Les comptes. Pour détendre. Ouais. Oui. Alors vous allez rire. Je suis quelqu'un de très conservateur. J'ai retrouvé 3 cahiers. Non. Je suis sûre qu'il peut y en avoir d'autres. Mais ces 3 cahiers de comptes, ils représentent les comptes de 1971 à 1983. Peut-être que j'en ai d'autres qui sont partis, je ne sais pas, à déchetterie ou ailleurs. Alors voilà, j'avais pas appris la compta, mais bon, j'avais un peu de bon sens quand même. Hein, c'est pas compliqué de faire des colonnes et puis de rentrer des chiffres dedans. Alors, en regardant ces cahiers, j'ai quand même été surprise. J'avais oublié évidemment. Par exemple, pour l'alimentation, souvent c'est un poste. Souvent dans les budgets, c'est un poste l'alimentation. Sauf que moi, j'avais fait 2, 4, 6, 8 colonnes. Parce que j'avais tout détaillé. Même le pain. Alors, j'avais une colonne épicerie, une colonne pain, une colonne boisson, une colonne fruits et légumes, une colonne produits laitiers, une colonne œufs et poissons, une colonne viande et une colonne conserves diverses. Déjà, là, il n'y avait pas de détails, c'était des conserves diverses. Eh bien, tout ça pour dire que chaque dépense était importante, chaque dépense était notée, parce que, comme je disais, finalement, qu'est-ce que je fais? Je gère la pénurie tout le temps, parce que vivre avec un petit salaire à 7, c'était de la gymnastique. Donc, effectivement, c'était pas du loisir ni du repos, c'était vraiment du casse-tête. Du casse-tête chinois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme métier déjà? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre qui pourrait valoir le coup, quoi, histoire de vous partager quelques petits trucs. Et finalement, j'aime faire aider, hein.
c'est pas compliqué, hein, je vais me faire aider par Christine Delphi, qui est une sociologue féministe et qui parle donc du travail domestique, qui parle des journées de la femme au foyer, comme celles des autres femmes qui sont interminables. Et voilà ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous dit. Parlons un peu de la répartition des tâches domestiques dans les ménages. L'INSEE nous dévoile que de 1985 à 2010, soit quand même un délai de 35 ans, la participation des hommes à ces tâches domestiques a augmenté de 7 minutes. 7 minutes en 35 ans. Quel talent! Christine Delphi, donc, qui est une sociologue féministe, matérialiste, elle nous déclare, non sans humour, vous trouvez que ça bouge, que ça progresse, la répartition des tâches? Sachez que pour atteindre l'égalité, si on progresse à cette cadence, l'égalité entre les femmes et les hommes, on l'obtiendra quand? En 3020. Ah ben ça va. Ça va, hein? Ouais. Bon, moi je serai plus là pour le voir, hein, c'est sûr. Bon. Ah. Bah oui, vous voyez, le travail ménager, ça ne s'arrête jamais. Hein. Ah, il y a un autre travail aussi. Et ça, c'est pas le moindre. Hein. C'est le soutien au mari. Parce que qui, le soir, quand il rentre du travail, qui s'intéresse à son travail? Qui lui pose des questions? Alors, tu étais sur quel chantier? Ça s'est bien passé? C'était pas très dur? Il y avait d'autres corps de métier avec toi sur le chantier? Ah tiens, tu travailles chez un particulier? Tu travailles chez un nouveau client? Tu as eu des contacts intéressants avec cette personne? Et voilà. Et moi, je m'intéressais à lui. Je posais des questions. Voilà, je m'intéressais à son travail. Je me rappelle pas qu'il me posait des questions. Ouais, je crois vraiment que le travail de la conversation, c'est quand même plus les femmes qui savent le faire. Et je connais quelqu'un qui ne va pas me contredire là-dessus. C'est Corinne Monet. Corinne Monet, c'est aussi une féministe qui a donc écrit sur le sujet du travail de la conversation. Alors voici ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, dans une discussion au sein d'un couple hétérosexuel, il arrive régulièrement que l'un des deux, je parlais l'autre jour là, que l'un des deux interrompe l'autre, c'est-à-dire qu'il lui coupe la parole. Les interruptions de la femme par l'homme sont 10 fois plus nombreuses que l'inverse, que les interruptions de l'homme par la femme. Autrement dit, la femme, elle laisse parler l'homme, mais l'inverse est beaucoup moins vrai. De plus, quand l'homme s'exprime, son interlocutrice manifeste, dans 90% des cas, un certain intérêt. Un intérêt pour son propos. Cela se traduit par des micro-relances qui viennent soutenir la parole de l'homme. Des oui, oui, des. Il est en revanche fréquemment constaté une prise de distance de l'homme durant l'intervention de la femme. Prise de distance visuelle, prise de distance corporelle aussi. Il se met à regarder ailleurs. Et donc ça se passe. Il marque même corporellement un léger recul. Vous savez, quand ils sont assis, les hommes en réunion, ben quand ça les intéresse, ils avancent. Et puis quand c'est la femme qui parle, ils reculent. Voilà. Et seuls 20% des hommes soutiennent la parole de leur interlocutrice avec des micro-relances régulières. Les femmes posent par ailleurs 3 fois plus de questions que les hommes lorsque l'autre s'exprime.
questionnement qui contribue à quoi? À donner du crédit aux propos de l'homme, à sa pertinence. Mais c'est pas. Ah oui, il n'y a pas quelque chose là dans ma liste de métiers là, qui vous a surpris? Oui, que vous avez dû dire pourquoi mettre ça là-dedans. Ressources humaines, l'écologie. Ouais. Militante écologiste. C'est parce que quand on est femme au foyer, on est un peu obligé d'être écologiste parce qu'on fait un tas de choses par économie, on fait un tas de choses parce qu'on a sans doute un peu plus de temps pour le faire aussi, on a le temps là encore de faire les choses. Par exemple les conserves. Ah, j'en ai fait des conserves. J'avais même ramassé des haricots verts, des pinceaux d'haricots verts pour faire des conserves, parce que voilà, l'hiver, il fallait quand même nourrir toute la famille. Et les bocaux de fruits au sirop, et les bocaux de confiture. J'en ai fait quelques-uns quand même. Alors il y a eu tout un moment où c'était plus à la mode tout ça, plus personne n'en parlait. Et puis tout d'un coup, eh bien, il y a tout un mouvement là, écologiste qui est arrivé. Et donc, eh bien, Zéro Déchet, l'association Zéro Déchet joue un peu ce rôle-là. Il y avait autre chose aussi que je faisais facilement, qu'on faisait dans notre quartier, et pour nous c'était naturel. Par exemple, on avait constitué une association pour du prêt de matériel, parce que ça nous semblait ridicule, chacun d'acheter son autoculteur quand on arrive dans un quartier pour remuer la terre, sa tondeuse, son taille-haie, et ainsi de suite. Donc on avait créé une association, et ça se gérait très très bien, on avait une très très bonne organisation. Alors donc on faisait ça, et on s'entraidait beaucoup entre voisins. On savait qu'un tel avait telle ou telle compétence, donc on échangeait nos compétences. Alors, pendant un moment, les gens se sont éloignés des uns des autres. Et paf, maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait du repair café pour le maternel. Voilà. C'est beaucoup mieux de dire qu'on fait des repair café. Avant, ça se faisait tout seul. Il y a besoin de créer, si, on créait un peu quand même, puisque je vous ai dit qu'on avait créé une association dans le quartier. Mais bon, on n'en faisait pas des tonnes non plus. Voilà. Il y avait aussi les vêtements. Les vêtements, alors là, eh bien, on raccourcissait. Alors, 4 filles, j'ai eu. 4 filles. Donc, ça veut dire que je stockais les vêtements. Je stockais les vêtements, voilà, ça voulait dire qu'il fallait que je réfléchisse entre une telle et une telle, une qui est née l'hiver, l'autre qui est née l'été. Il y a 2 ans d'écart ou il y a 4 ans, donc ça peut passer à l'une, ça peut passer à l'autre. Entre-temps, la mode changeait un petit peu, alors qu'est-ce qu'on faisait? On rétrécissait un petit bout de quelque chose, on raccourcissait un petit bout de quelque chose. Bon, bref, on se bouillait, quoi. Donc, voilà. Donc, j'étais bien écologiste avant l'heure, quand même, non? Alors, voilà, toute cette pratique écologiste que j'avais, et que j'ai toujours, et que je trouve qu'elle est toujours importante, peut-être de plus en plus importante, mais je pense, j'ai peut-être pas raison, hein, mais moi je pense vraiment que c'est pas ça qui va sauver la planète. Hein. Il va falloir en faire un peu plus. Hein. Il va falloir surtout s'attaquer aux vraies causes. Il va falloir s'attaquer à ceux qui polluent vraiment. Je pense aussi aux petits bourgeois là, qui critiquent, qui se moquent des gens qui ne savent plus faire la cuisine. Et pourquoi ne savent-ils plus faire la cuisine? Est-ce qu'on se pose la question? C'est pas un petit peu du mépris de classe? Moi si, je trouve que c'est du mépris de classe. Vous l'aurez compris, je suis une écologiste, mais je ne suis pas une éco-bobo. Ah. Je suis quoi? Une écolo-coco.
J'adore ce mot. Ça me convient très bien. Donc, vous l'avez deviné, sans doute, je suis communiste. Je suis une jeune communiste. Et souvent, je disais, je suis au moins jeune quelque part. Parce que finalement, j'ai découvert le parti il y a à peu près une dizaine d'années, grâce à un ami qui, un jour, on était en manif ensemble, il me dit, bah, dis donc Monique, t'en es où toi au fait au niveau politique? Voilà, j'ai dit, moi tu sais, il n'y a aucun parti politique qui me convient. Il va falloir que je le crée, mon parti, parce que j'en trouve pas un qui m'intéresse. Il me dit, si, je t'en connais un. Bon, j'ai dit, bon, je vais bien discuter avec toi, hein, mais franchement... Et voilà, il me parle du Parti communiste. Parce que dans le milieu d'où je viens, eh bien, on ne parle pas du Parti communiste. Ah, on parlait du Parti socialiste, mais jamais du Parti communiste, donc j'étais une ignorante de point de vue. Voilà, donc je me suis engagée au Parti communiste et ben, je suis contente, je suis fière de l'être, je suis fière de bosser avec mes camarades. Voilà, même si c'est pas simple. Alors, après, qu'est-ce que j'ai en... Ah, c'est pareil, il y a quelqu'un qui m'avait soufflé dans l'oreille que... Ah oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que quand je suis arrivée au Parti communiste, quand j'ai découvert les valeurs qu'il y a dans le Parti communiste, ben, j'étais de plus en plus à l'aise parce que finalement, c'était les valeurs que moi j'avais découvertes dans la religion, que j'avais découvertes dans mes lectures de l'Évangile. Donc ça me convenait très bien. Ça me convenait très bien. Et oui, il y a même, j'ai même appris qu'un prêtre du Texas, comment il s'appelle, Gabé, je cherche son nom, je ne sais pas si je l'ai quelque part, Étienne Gabé, qui écrivait « Personne ne peut se dire chrétien s'il n'est pas communiste ». Alors là, je ne veux pas valider parce que ça ne fait pas partie de... Voilà, j'en suis pas là dans mes réflexions. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même des petites coïncidences quelquefois qui sont intéressantes à regarder de près. Voilà. Et donc, la petite Monique, eh bien, elle a été toute sa vie, en parallèle avec sa vie de mère au foyer, elle a été engagée. Alors, je pourrais vous raconter plein de choses, mais j'ai encore du travail à faire. Donc, je vais demander à quelqu'un qui m'a écrit une jolie comptine pour faire défiler une grande partie de ces engagements-là. Je vais lui demander de venir la lire. Ils font des trous, des petits trous, des gros trous. C'est l'usure naturelle qu'ils disent. Moi, je reprise. D'abord, il faut consolider les bords. Créer un cercle solide autour du trou. Alors je consolide. Pour les sorties scolaires, accompagner. Je consolide. Pour le sport, remplir ma voiture d'enfant et conduire. Je consolide. Pour les kermesses, faire des gâteaux, coudre des costumes, animer. Quand la base est bien solide, il faut tisser. Construire du lien, dessus, dessous, dessous, dessus. Avec le réseau des échanges de savoir, nous mettre tous à égalité. Et puis nous rencontrer. Apprends-moi à faire un couscous, je t'apprendrai la gym douce. Construire du lien, dessus, dessous, dessous, dessus. À la maison de quartier, être membre du conseil d'administration et avec les habitants créer la vie collective, défendre et favoriser. Construire du lien, dessus, dessous, dessous, dessus.
avec culture et liberté. Encore bénévoler, apprendre à chanter, à coudre, s'émanciper, se donner le droit à toute activité, se rencontrer, partager, construire du lien, dessus, dessous, dessous, dessus. Est-ce suffisant? Il faut resserrer les liens, encore et encore, pour faire disparaître le trou durablement. Réfléchir ensemble, comprendre qui nous sommes, lutter contre cette usure, pas naturelle, mais politique. Resserrer les liens, dessus, dessous, dessous, dessus. 1972, 3 semaines de grève dans le bâtiment. Ils ont bien failli nous avoir à l'usure. Nos poches sont vides, mais nous gagnons. Revalorisation des salaires pour tous. Resserrer les liens, dessus, dessous, dessous, dessus. 1978, avec la Confédération syndicale du cadre de vie. Ils veulent mettre en place un système de gestion automatique de la médecine infantile. Dans leur projet, qui est appelé le fichier gamin, ils prévoient un fichage des enfants à surveiller. Pour eux, les enfants à surveiller sont ceux des familles nombreuses, des ouvriers agricoles, des mères célibataires, des manœuvres, des mineurs, des femmes de ménage et des chômeurs. Honte. Nous luttons, nous gagnons. Resserrer les liens, dessus, dessous, dessous, dessus. 1985, ils veulent enterrer des déchets radioactifs dans notre ville. Occupation des lieux. Nous gagnons. Resserrer les liens, dessus, dessous, dessous, dessus. Chacun de nous est un fil à tresser pour réparer le trou de cette usure programmée. Nous ne savons pas que retricer, que repriser. Nous savons désormais tisser. Le tissu, c'est nous. Ensemble et dans la lutte, nous tisserons notre avenir commun. Et oui, j'ai passé ma vie à défendre les autres. J'ai défendu le travail, j'ai défendu la santé, j'ai défendu tout ce qu'on vient de mener. Voilà, j'ai défendu. Et jamais une seule fois, je me suis posé la question sur la reconnaissance de mon travail. Du reste, que ce soit les copains de la CFDT ou même des autres, c'est pareil. Personne ne m'a aidé à réfléchir que ce que je faisais, c'était du travail, et que je n'étais pas rémunérée, et que mon travail, il était à défendre comme tout travail. Donc, eh bien là aussi, ben, j'en ai un petit peu marre. J'en ai un petit peu marre de m'être battue. Parce que finalement, non seulement je n'étais pas reconnue financièrement, mais je n'étais vraiment rien. Puisque je n'étais que, d'abord, la fille d'un ouvrier. Ensuite, la femme d'un ouvrier. Mais moi, aujourd'hui, je proclame, je suis la classe ouvrière. Et j'en suis fière. Évidemment, je suis un membre de la classe ouvrière. Je ne suis pas la classe ouvrière en moi toute seule. Ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. Donc, eh bien, la petite Monique, la pauvre Monique, eh bien, c'est fini. C'est fini. Non, c'est fini. Allez, c'est fini. On fait une croix. C'est fini. Alors, on va continuer mon petit chemin de vue. Donc voilà, on a parlé du mariage, on a parlé des engagements, on a parlé de plein de choses. Et 30 ans après le mariage, eh bien, j'ai pris la décision d'une nouvelle émancipation. Non, c'était pas pour le plaisir, hein. C'était la solution de survie. Et donc j'ai quand même réussi à prendre la décision de divorcer. Donc je divorce en 1999. Ah, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. J'en ai passé des années à chercher des solutions.
et à les proposer à mon mari. Parce que c'était plus compliqué de chercher des solutions ensemble à nos problèmes. Et j'étais tellement imprégnée, j'avais tellement peur, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur aussi du fait que j'ai quand même été très longtemps dans les milieux cathos, et dans les milieux cathos, on ne divorce pas, c'est pas possible de divorcer. Voilà. Dans la mesure où il ne me tapait pas dessus, le reste, c'est pas grave. Ouais. J'ai divorcé. J'avais donc 50 ans. Et il me restait la petite Héloïse, qui avait 15 ans, à ma charge. Et donc, je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de métier, et je n'avais pas fait d'études. Eh bien, il en faut du courage. Hein. Et je peux vous dire que j'en ai versé des larmes et des larmes et des larmes. Je me disais, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais m'en sortir un jour? Et c'est là qu'on voit l'utilité du salaire domestique, de cette reconnaissance que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas. Et donc, je n'ai pas de solution, mais il y a sûrement du boulot à faire là-dessus. Et ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si sur l'invitation, il y avait une petite ligne qu'il fallait emporter son chéquier. Apparemment, ça va bien compris. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez. Parce que, je vais vous dire, hein, eh bien, tout cela, eh bien, vous en devez de l'argent aux mères au foyer. Parce que si on veut reconnaître tous les métiers là que je vous ai nommés, si on veut faire un équivalent en salaire, eh bien il y a une société qui s'appelle Proton Pro qui a fait une étude là-dessus et qui a décrété que les femmes au foyer devraient gagner, tenez-vous bien, 6 300 € par mois. Wow. On en est loin. Hein. Du coup, tous les hommes vont s'y mettre. Parce que finalement, on en a économisé de l'argent à la société. On a économisé de l'argent à la sécurité sociale. Voilà. Très peu de médicaments, très rares de médicaments. C'était vraiment le dernier recours. Très peu de visites au médecin parce qu'on avait le temps. Bon, c'est vrai que c'était pas grave si on garde son enfant 10 jours. Après, quand on a un travail à l'extérieur, je veux bien comprendre que c'est plus compliqué. Bon, tout ça pour dire, j'en reviens aux mères, au foyer. Donc, on a économisé de l'argent à la sécurité sociale. On n'a pas eu besoin de faire garder nos enfants. Donc, on n'a pas eu besoin de rémunérer des nourrices. On n'a pas eu besoin d'utiliser des crèches, des haltes garderies, parce qu'on s'arrangeait dans le quartier. On se donnait des coups de main là aussi, quand on avait vraiment des besoins, pour garder les enfants des uns et des autres. On s'arrangeait entre voisins, enfin, entre voisines. Et ainsi de suite. Et ben voilà, les transports scolaires, les sorties, les sorties du centre de loisirs. J'avais un Mazda à l'époque, un Mazda 9 places. Alors là, le centre de loisirs, il était content, le centre de loisirs. Allez hop, on remplissait le Mazda d'enfants et j'accompagnais donc les sorties. Enfin voilà, la liste elle est longue de tout le travail, parce que j'avais fait ce choix-là aussi. Je vais quand même vous dire la fin de l'histoire des femmes au foyer. Eh bien, vous savez ce que j'ai comme retraite pour vivre? 800 € par mois. J'ai commencé à travailler à 16 ans et j'ai arrêté à 69 ans. Et bien voilà. Mais je ne suis pas la seule. Hein. Donc voilà, je n'ai pas envie de me battre que pour moi. Hein. Et je pense également à mes camarades héroïnes. Vous savez, les femmes
qu'on a traité, qu'on a honoré au moins un moment dans leur vie, parce qu'on en avait besoin pendant la pandémie, des femmes qui étaient essentielles. C'était surtout des femmes, des métiers de femmes qui étaient essentiels, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement, au niveau alimentaire, hein, pour les supermarchés et tout ça. Donc voilà. Donc les femmes, c'est indispensable. Elles aussi, hein, elles ne sont pas reconnues. Elles ne sont pas rémunérées à leur juste valeur. Et donc, moi je me dis peut-être qu'on peut faire un parallèle entre le métier de la mère au foyer qui n'est pas reconnu et ces métiers-là qui sont pourtant des métiers professionnels, mais ils ne sont pas tellement reconnus, eux non plus. Donc peut-être qu'il va falloir, se battre pour des reconnaissances ensemble finalement. Ensemble, puisque c'est un peu le même travail qu'on peut faire. Et à ce propos, par rapport à ces fameuses héroïnes, là, je vais reprendre encore Bourdieu, qui nous parle des deux mains de l'État. Très intéressant, la main gauche et la main droite. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà lu ce... Voilà, la main gauche. Qu'est-ce qu'elle fait, la main gauche? C'est celle qui protège, qui éduque, qui soigne. C'est l'État-providence, en quelque sorte. Les mains gauches de l'État, ce sont les infirmières, les profs, les éducatrices de jeunes enfants, les soignantes, etc. Les métiers de la main gauche sont essentiellement des métiers féminins. Et puis, il y a la main droite de l'État, celle qui gouverne, qui bâtonne, qui ordonne, qui enferme, qui commande. Les mains droites de l'État, ce sont les flics, les juges, les énarques, les banquiers. La main droite de l'État, c'est Bercy, la haute administration, les gestionnaires des comptes publics. Et oui, des métiers essentiellement masculins. Dans un État libéral, comme le nôtre, la logique est toujours la même. La main droite de l'État finit par ne plus vouloir le prix de la main gauche. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle ferme les hôpitaux, elle ferme les écoles, elle privatise les maisons de retraite, elle licencie à chaque fois. Ce sont des métiers majoritairement occupés par les femmes qui sont attaquées. La domination masculine s'exprime aussi à cet endroit. Je voudrais quand même pas qu'on se quitte sur des mauvaises impressions. Donc voilà, je vais quand même vous dire, au cas où vous auriez quelques doutes, que je ne suis pas une réac. Non, je ne suis pas une réac. Je ne souhaite pas le retour des femmes à la maison. Je voudrais seulement que les femmes puissent avoir le choix. Puissent avoir le choix de le faire si c'est vraiment leur désir. Et qui sait, s'il existait un salaire domestique, peut-être qu'il y aurait des hommes au foyer. Et s'il n'y en a pas, ben tant pis. Tant pis. Il ne faut pas les forcer là. Si les hommes continuent à penser qu'être banquier, ingénieur, manager, ça a plus de sens que mon travail, c'est dommage et bien triste. Mais je ne suis pas désespérée. J'espère à l'évolution des générations à venir. Merci à vous de m'avoir écouté. Je voulais dire un petit mot à mes enfants. Voilà, j'ai la chance d'en avoir une en face de moi, Katia. Alors donc, mes enfants, Jean-Noël, je vais faire une petite parenthèse pour Jean-Noël, parce que Jean-Noël, le seul garçon de la famille, il a 50 ans demain. Eh ben, je vous dis que ça ne vous rajeunit pas. Voilà, une petite pensée pour Jean-Noël. Voilà, il y a Marie-Laure, il y a Céline,
Katia, il y a Héloïse, qui est bien sage, qui l'a pas toujours été, mais là, elle est bien sage. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire, et je vous le partage en même temps, parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui pensent que, oh là là, mais cette femme, elle a été esclave toute sa vie, 5 enfants, c'est... voilà, et ben non. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'étais très heureuse. Voilà, j'étais hyper heureuse de m'occuper de mes enfants. Jamais regretté, jamais, jamais, jamais. Finalement, ce qui était difficile, c'était les conditions de vie. C'était le fait que, eh ben, qu'on n'avait pas des gros revenus et que moi, j'étais un peu dépendante. J'avais l'impression de gagner de l'argent en économisant, mais je n'avais pas un salaire, je n'avais pas un revenu, j'avais rien à justifier. Voilà, j'aurais plein de choses aussi à dire à mes petits-enfants. Bon, ils ne sont pas là aujourd'hui, donc je vais vous dire quand même que j'en ai 7, et qui s'appellent Théo, Angelina, Maëlle, Marie, Antoine, Chloé et Coralie. Voilà, je suis comblée par cette belle grande famille qui se réunit de temps en temps, et c'est des moments extraordinaires. Et ça y est, je vais terminer. Alors attention, ça s'adresse à tout le monde. Je vais terminer par une citation de Marilyn Waring, qui est une économiste et féministe néo-zélandaise, et voici ce qu'elle nous dit. Le langage est un outil dont nous disposons tous. Personne, en sortant d'ici, ne devrait plus jamais dire « ma femme ne travaille pas ». Ma fille ne travaille pas. Ma mère ne travaille pas. Merci à vous tous parce que vous avez été un public, vous m'avez dynamisé, c'est incroyable. Et franchement, c'est que du bonheur. Et voilà, j'ai à travers ça, c'est une reconnaissance que je me bats encore aujourd'hui, parce que j'ai beau dire à petite Monique, c'est fini. C'est fini dans ma tête, mais dans mes réactions, dans mes émotions, au quotidien, c'est pas fini. Hein. Voilà, de toute façon, je crois que je mourrai avant d'avoir tout résolu. Voilà. Merci.